Nous allons maintenant passer au point suivant, le 11, présenté par une personne de nationalité luxembourgeoise, pétition 1466-2020, donc au nom de la Confédération paysanne et de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, sur le non-respect présumé de la part du gouvernement français de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juillet 2018 dans l'affaire C-528-16. Le pétitionnaire est connecté et donc nous donnons la parole à Monsieur Guy Kassler pour 15 minutes, je vous en prie. Pour 5 minutes, je vous en prie. La parole des colzas génétiquement modifiés rendus tolérants aux herbicides, dits Clearfield, sont cultivés en France en illégalité, sans évaluation, sans autorisation, sans étiquetage et sans suivi. Ces cultures contaminent nos propres champs, dont les productions sont garanties sans OGM, ainsi que la biodiversité sauvage. Les herbicides qui les accompagnent génèrent des préjudices graves à l'environnement et à la santé. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a toujours rejeté les demandes d'autorisation de cultures d'OGM rendues tolérants aux herbicides. Les colzas Clearfield ont été obtenus par une technique de mutagénèse in vitro consistant à soumettre des cellules de plantes à des mutagènes chimiques physiques. Le gouvernement français prétend que les plantes issues de cette technique ne sont pas soumises à l'application de la réglementation de l'Union européenne sur les OGM. Dans son arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a d'abord indiqué que les organismes obtenus au moyen de techniques de mutagénèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2018. La mutagénèse in vitro produit donc incontestablement des OGM. La Cour a ensuite précisé que les organismes obtenus au moyen des techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps sont exclus du champ d'application de la directive, mais que les organismes obtenus au moyen de nouvelles techniques de mutagénèse qui sont apparus ou se sont principalement développés depuis 2001 ne sauraient être exclus de l'application de cette directive. Les premiers OGM obtenus par une technique de mutagénèse in vitro ont commencé à être développés aux mêmes dates que les premières plantes transgéniques et n'ont été principalement développés qu'après 2001, tout comme les OGM transgéniques. Le développement de ces deux techniques dépendait en effet d'une même technique connexe dont la maîtrise n'a été acquise que peu avant 2001. Cette technique est la régénération de cellules végétales multipliées in vitro en de nouvelles plantes stables. Elle produit elle aussi des OGM au sens de la directive. Il ne fait aucun doute que le législateur européen a considéré que la transgénèse produit des OGM soumis au champ d'application de la directive et qu'elle ne dispose donc pas d'un long historique de sécurité avéré. Le Conseil d'État français que nous avons saisi à ce sujet en a conclu qu'il ne saurait en être autrement de la genèse in vitro. Le gouvernement français et la Commission européenne souhaitent exclure ces OGM du champ d'application de la directive. Mais un souhait n'est pas une nouvelle législation. L'étude publiée le 29 avril dernier par la Commission européenne indique en effet clairement que ces OGM sont toujours soumis à la législation de l'Union européenne. Rien ne devrait donc empêcher l'exécution des injonctions du Conseil d'État français qui ne font que mettre en application ce qu'a clairement exprimé la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous remercie.
Thank you very much. And now I'm giving... Merci beaucoup. À présent, la parole à la Commission. Madame Irene Sánchez. Merci. Thank you, Chair. Good afternoon. Merci, Madame la Présidente. Bon après-midi, dit la DG Santé. J'aimerais réagir à ce qu'a dit le pétitionnaire et je dois expliquer que nous ne partageons pas l'avis du pétitionnaire selon lequel le colza Clearfield est mis sur le marché français illégalement et que la France devrait soumettre les produits issus de la mutagénèse aléatoire, soumettre aux mêmes règles que la directive. Nous avons une directive, la directive 18 de 2001, je vous explique. Elle réglemente les OGM et cette directive dit que les OGM obtenus par le biais de la mutagénèse, que ces OGM sont exclus du champ d'application de la directive sous certaines conditions, donc étiquetage, etc. Donc c'est là que l'arrêt de la Cour de justice de 2018 entre en jeu, celui que mentionne le pétitionnaire, puisque cet arrêt précise comment on doit interpréter cette exception, cette exonération, puisque l'arrêt dit que seuls les organismes obtenus par le biais de techniques ou méthodes de mutagénèse qui ont été utilisées conventionnellement dans un nombre d'applications et qui ont un long bilan de sécurité sont exclus du champ d'application de la directive. Les nouvelles techniques de mutagénèse et les organismes ainsi obtenus qui ont été développés depuis l'adoption de la directive en 2001 ne sont pas exclus. Donc, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, qui est soulevée par la pétition, c'est de savoir si les produits obtenus par le biais de la mutagénèse in vitro doivent être considérés comme une exception ou pas, ou si c'est une nouvelle technique et donc non exemptée. Ce que j'ai cru comprendre sur la base de la pétition, c'est que le pétitionnaire fait référence particulièrement à la mutagénèse in vitro. C'est là que la technique est utilisée donc sur des cellules qui sont cultivées donc in vitro, mais in vivo, la mutagénèse in vivo, la technique qu'on applique à une plante ou à une partie de plante, que cette technique serait donc exclue. Et pour nous, selon la Commission, donc, nous pensons que les deux techniques, in vivo et in vitro, donc ces deux mutagénèses, ont un bilan de sécurité de longue date et sont utilisées de manière conventionnelle pour un grand nombre d'applications et que par conséquent, ces deux méthodes ne sont pas sujettes donc à la directive. Alors, avant de vous parler plus en détail de cette différence, j'aimerais vous dire deux mots. Les techniques de mutagénèse aléatoire, ça soumettent des plantes ou des cellules ou des parties de plantes à des mutagènes physiques ou chimiques, des agents donc qui modifient le matériau génétique. Ce sont des techniques qui ont été développées depuis la première moitié du XXe siècle. D'abord in vivo et par la suite, à partir des années 1970 et 1980, in vitro. Donc, selon nous, très clairement, il y a là un bilan de sécurité de longue date qui fait que ces méthodes doivent être exemptées. Ce ne sont pas des techniques qui sont apparues depuis 2001, donc après l'adoption de cette directive. Alors, avant de vous en dire un peu plus sur cette distinction entre in vitro et in vivo, si c'est justifié, je dois vous dire ceci. Il y a une différence fondamentale entre les techniques de modification génétique liées à la mutagénèse et liées à la transgénèse. Ce ne sont pas du tout des méthodes similaires comme la pétition l'a suggéré. Dans le cas de la mutagénèse, il n'y a pas de matériau génétique étranger qui soit introduit. Les modifications se font sur le génome de la plante concernée. Alors que quand il s'agit de la transgénèse, là, il y a du matériau génétique étranger en provenance d'un autre organisme qui n'est pas compatible sexuellement avec la plante. Donc ce sont des techniques très différentes. Les produits transgéniques, bien sûr, tombent sous le coup de la réglementation et de notre législation. Donc. Alors, quelques mots
au sujet de la différence entre in vivo et in vitro pour la mutagénèse. Donc, nous ne faisons pas le distinguo en ce qui concerne l'application de la législation OGM. Donc, pour l'exemption de l'exigence de demande d'autorisation pour mise sur le marché. Et la Cour, d'ailleurs, de justice n'a pas non plus fait cette différence. D'un point de vue scientifique, on a un avis récent donc, de l'EFSA, du panel OGM, qui sera publié prochainement, au mois de novembre, et qui conclut que la distinction entre la mutagénèse in vitro et in vivo n'est pas justifiée d'un point de vue scientifique. Tant in vivo que in vitro, ces deux techniques donc sont utilisées dans la plupart de la mutagénèse, et il n'y a pas de différence dans la façon dont la mutagénèse s'applique, et les mutations sont les mêmes. Voilà pourquoi l'avis de l'EFSA soutient notre position, qu'il ne faut pas faire de distinction entre ces deux méthodes. Et voilà pourquoi la Commission a publié son avis détaillé en réponse à la notification faite par la France de 3 projets de mesures qui auraient inclus la mutagénèse in vitro dans le cadre donc des exigences de la directive. Et voilà pourquoi nous estimons que le colza auquel il fait référence dans la pétition se trouve légalement sur le marché en France, et la législation française actuelle en vigueur qui autorise la mise sur le marché de ce colza est conforme avec la directive et avec l'arrêt de la Cour de justice européenne. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Christiane Sanchez. À présent, les représentants des groupes politiques. Monsieur Yar, pour le PPE. Ja, vielen Dank. Merci beaucoup. Alors pour un non-juriste, c'est un peu compliqué. Je trouve un peu curieux tout ceci. Et la Commission s'appuie sur le même arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, elle interprète différemment. Et l'argumentation de la Commission dit qu'on pourrait clôturer la pétition, premièrement, et deuxièmement, qu'on devrait quasiment indiquer aux pétitionnaires de faire repréciser cette question au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, moi, c'est en tout cas ce que j'en conclus, parce que j'ai l'impression qu'il y a des divergences entre les approches juridiques et scientifiques. La Commission demanderait de clôturer la pétition, et si le pétitionnaire veut vraiment avoir une précision en disant qu'il lit l'arrêt très différemment, eh bien il faut qu'il dépose un recours, car je ne crois qu'on ne peut pas tout simplement clôturer ce dossier si facilement. En tout cas, merci beaucoup. Il est vrai que dans ce domaine, nous avons beaucoup de questions à aborder et de décisions à prendre, mais je crois que dans d'autres affaires, la Cour de justice nous a déjà demandé à nous, Parlement, de rédiger des législations plus précises, car parfois elles étaient un peu trop floues. Et merci beaucoup. So, on behalf of... À présent, pour le SND, Eric Andrieux. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais dire très clairement que je soutiens la pétition citoyenne signée par plus de 150 000 personnes et qui demande de garantir à nos concitoyens le droit de manger et de cultiver sans OGM. Effectivement, nous devons avoir le droit
d'avoir le choix. Et pour anticiper certaines remarques, je ne suis pas contre, et je voudrais rajouter ceci, la recherche et l'innovation. Mais pour moi, et je l'ai toujours dit, c'est toujours le principe de précaution qui doit primer. Car c'est au regard des risques encourus que l'on doit mesurer les potentiels de chaque innovation. Il faut être clair. Les Européens ne sont pas des cobayes. Et il serait erroné de croire que la sécurité alimentaire se résume à une question de quantité produite. Je dois avouer que je suis consterné par l'attitude de l'État français qui couvre depuis des années des pratiques jugées illégales par la Cour européenne de justice. Et je le suis tout autant par l'attitude de la Commission européenne qui, d'abord, plaide devant la Cour pour une déréglementation des nouveaux OGM et ensuite demande à un État membre de ne pas se mettre en conformité avec une décision récente de la Cour de justice. Enfin, je ne comprends pas pourquoi la Commission européenne fait mine de nier les décisions de la Cour européenne de justice sur ces sujets en annonçant la révision du cadre réglementaire. Lorsque j'entends, pas plus tard que la semaine dernière, la présidente von der Leyen dire à juste titre de la Pologne qu'elle doit respecter les décisions de justice, j'en attends tout autant de la Commission européenne en matière d'OGM. Ce dossier me semble suffisamment sérieux pour que, d'une part, cette pétition reste ouverte aux signatures et, d'autre part, que le Parlement européen prenne position via, par exemple, un rapport d'initiative sous l'égide de la Commission ENVI. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Andrew. Donc, de la part des Verts à l'eau, Monsieur Benoît Bitte. Bonjour, Oui, bonjour Madame. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je rejoins ce que vient de dire mon collègue Éric Andrieux. Je suis parfaitement surpris par l'attitude de la Commission qui repousse une décision qui a été prise précisément sur ces variétés Clearfield le 18 juillet 2000, le 25 juillet, je vais pas y arriver, 2018. C'est juste incompréhensible. La Cour le Conseil d'État a validé effectivement le fait aussi que ces variétés étaient bien des OGM. Donc nous devons exiger que la France respecte cette réglementation. Et comme l'a dit Éric Andrieux, j'ai un profond respect pour les prouesses technologiques qui sont derrière, sauf que le principe de précaution est inscrit dans la Constitution européenne et nous devons absolument la respecter en ce qui concerne les OGM. Et je fais le lien avec l'actualité. Nous venons de voter la stratégie de la fourche à la fourchette où nous nous inquiétons de l'effondrement de la biodiversité, mais la biodiversité domestique est également menacée par l'utilisation de ces OGM. Donc nous devons être extrêmement vigilants et nous devons faire en sorte que cette pétition puisse continuer de vivre, puisse continuer d'être signée et nous demandons effectivement un rapport d'initiative sous l'égide de la commission ENVI de manière à ce qu'une enquête sérieuse soit faite sur ces OGM qui, je le rappelle, sont des OGM à pesticides et qui, parce qu'ils sont conçus pour qu'on utilise plus de pesticides encore, menacent la biodiversité, mais menacent aussi des ressources vitales comme l'eau que nous buvons à chaque instant, comme l'air que nous respirons également à chaque instant. Donc, beaucoup de vigilance et je convoque le principe de précaution et j'invite à ce que cette commission puisse être ouverte à nouveau et puisse rester ouverte et que effectivement, un rapport d'initiative puisse être porté sous l'égide de la commission ENVI. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et maintenant, les membres qui ont demandé la parole. En plus, Madame Guillaume, des socialistes, Sylvie Guillaume. Je vous en prie. Oui, bonjour Madame la Présidente, mes chers collègues. À mon tour, je voudrais intervenir sur cette pétition pour dire que quelquefois on n'est pas toujours très fier d'être représentant de son pays, surtout quand on constate, et c'est surtout le cas du gouvernement qu'il dirige, en France, que celui-ci se permet d'aller contre un avis de la Cour de justice européenne et contre l'intérêt des citoyens et contre l'intérêt général.
En 2009, les organisations paysannes et la société civile ont interpellé officiellement les autorités françaises sur les techniques utilisées pour rendre le colza et le tournesol tolérants aux herbicides, technique aussi secrète qu'illégale, utilisant des OGM dont on ne savait rien. Le gouvernement français a déclaré devant la Cour de justice que s'il tolérait ces infractions, c'est parce qu'il estimait que le niveau de risque était le même, qu'il s'agisse de l'utilisation des OGM que de la méthode traditionnelle, argument que la Cour de justice a finalement refusé catégoriquement, on le comprend dans son arrêt de juillet 2018. C'est proprement incroyable que le gouvernement français, le ministère de l'Agriculture, couvre ces pratiques illégales de l'industrie semencière. Moi, en tout cas, je vais me ranger du côté de la Cour européenne de justice, du côté des citoyens et de l'intérêt général, je le redis. Et je soutiens cette pétition citoyenne qui demande au gouvernement de publier le décret et les arrêtés correspondant aux injonctions du Conseil d'État concernant les OGM issus de la mutagénèse ainsi que les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Je les soutiens aussi quand ils demandent à juste titre au Premier ministre français et au ministre de la Transition écologique et de l'Agriculture de garantir aux citoyens français le droit de manger et de cultiver sans OGM. Il me paraît donc évident que cette pétition doit rester ouverte et je soutiens la demande de mon collègue Andrieux que la Commission Envie se saisisse du sujet dans le cadre d'un rapport d'initiative. Enfin, je suggère qu'un courrier soit envoyé de la part de la commission PETI au Premier ministre français et au ministre de la Transition écologique et celui de l'Agriculture pour qu'ils justifient de leur inaction. Merci. Merci à vous. Ensuite, Monsieur David Cormand, Les Verts. Oui, merci Madame la Présidente. Excusez-moi, j'ai failli interrompre mon collègue Bito tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il interviendrait. Mon intervention va être dans la même tonalité que celle de mes collègues. Pour pas se répéter, j'aimerais insister quand même sur un point. Une démocratie, ça repose sur un principe simple, qui est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, dans notre institution, il a donné une consigne pour interdire les OGM. La Cour de justice européenne, elle a dit que l'interprétation qu'il fallait en faire, c'était que ce qu'on appelle ces nouveaux OGM, qui restent des OGM, étaient des OGM. Et moi, je suis évidemment choqué que mon pays, la France, ne respecte pas cela, mais la France parfois a une tradition d'être sensible à certains lobbies, et donc je ne suis pas surpris. Mais là où je le suis, c'est la réponse de la Commission. La Commission, c'est l'exécutif de notre institution. Elle n'a pas à rentrer en conflit avec ce qu'on souhaitait dans la lettre et dans l'esprit le législateur, et encore moins rentrer en conflit avec ce que dit la Cour européenne de justice. Et donc, bien sûr, la pétition doit rester ouverte, mais il est, me semble-t-il, aussi nécessaire que la Commission joue son rôle et rappelle à l'ordre l'État français qui ne respecte pas la législation que nous avons souhaitée. Je finirai en disant que les citoyennes et les citoyens européens sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Ils observent avec beaucoup d'attention ce que nous faisons ici, à Bruxelles, en tant qu'institution européenne. Il serait plus que nécessaire que nous autres, y compris la Commission, soient un peu plus attentifs à ce qu'attendent de nous les citoyennes et les citoyens européens si nous souhaitons qu'ils continuent d'avoir confiance en notre institution. Je vous remercie. Merci. Monsieur Claude Gruffin demandait la parole. Les Verts. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, par ma présence cet après-midi ici, je voudrais rappeler mon soutien plein et entier aux deux pétitionnaires que sont la Confédération paysanne et la Fédération de l'agriculture biologique en France. Elles se battent depuis plus d'une dizaine d'années pour faire interdire par le gouvernement français les cultures de variétés colza et tournesol obtenues par une nouvelle technique de mutagénèse et qu'elles ont toujours considérées comme des OGM cachés. Cette considération a longtemps alimenté une controverse sur le caractère ou pas d'OGM de ces nouvelles techniques avec des tenants à l'agriculture intensive et industrielle. La Cour de justice européenne est venue y mettre fin en 2018 dans son arrêté du 25 juillet. Et dans sa décision, la Cour a donné raison aux pétitionnaires en indiquant clairement que les risques liés à l'emploi de ces technologies de mutagénèse pourraient s'avérer similaires à ceux résultant des OGM obtenus par voie de transgénèse et donc qu'elles rentraient dans le champ d'application de la directive 2001-18 sur les OGM. Elles sont donc bien assimilées à des OGM et donc par conséquent se conforment à la législation ainsi que sur celle de l'étiquetage.
En refusant obstinément d'appliquer cette législation, le gouvernement français est dans l'illégalité la plus totale. C'est ce que lui reprochent les deux pétitionnaires, et dont la pétition a été soutenue par des milliers de citoyens et de citoyennes qui rejettent la culture des OGM et ne souhaitent pas avoir pour produit OGM dans leur assiette et dans l'environnement. Et c'est bien là leur strict droit. Je remercie donc la Commission des pétitions de sa bienveillante attention et de son soutien pour que le droit européen soit respecté, et il existe sur ce sujet. Et je demande à la Commission européenne, qui est chargée d'appliquer le droit communautaire, de faire appliquer dans les États membres, et ici en l'occurrence en France, mon pays, et ceci dès maintenant. Merci de votre attention. Merci. So, I don't know. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à poser aux représentants de la Commission. On a peu de temps, 1 minute ou 2 si vous le souhaitez. Si vous souhaitez y répondre, je vous en prie. Merci. Bon, effectivement, je vais essayer d'être très brève. Sans aucun doute, notre législation OGM s'appuie sur le principe de précaution et le droit des consommateurs à disposer de l'information. C'est un pilier de la législation. Et ça s'appuie également fortement sur l'approche scientifique et l'évaluation scientifique. En l'occurrence, il s'agit de savoir si certaines techniques, la mutagénèse aléatoire in vitro est une nouvelle technique génomique ou si ce sont des techniques qui détiennent un long historique d'usage. C'est de cela qu'il en va dans l'arrêt. Les nouvelles techniques devraient être soumises aux exigences d'autorisation, étiquetage, etc. Mais pas les techniques de mutagénèse avec un long historique d'usage et de sécurité. C'était le choix des colégislateurs en 2001 dans la directive 2001-18. Les produits obtenus par mutagénèse sont des OGM, mais la directive les a exemptés du besoin d'autorisation. Et en l'occurrence, pour nous, c'est un aspect scientifique également, non seulement à l'EFSA, mais également en France. Le Haut Conseil de biotechnologie ont conclu que la mutagénèse in vitro, ces techniques, et bien qu'il n'y a pas de justification technique de les différencier des techniques in vivo, et que ces techniques sont utilisées depuis la première moitié du XXe siècle. Il est donc très difficile de dire qu'elle n'existait pas à l'époque de la directive. C'est pour cela que nous avons adopté cette position et estimé que la France n'était pas en infraction. Et je pense que je vais en rester là, puisque vous ne vouliez pas que je dépasse 2 minutes. Merci. We have missed. Il y avait également une demande de parole. Le groupe qui n'était pas représenté dans le débat. Donc, nous revenons à Monsieur Bompard. Oui, merci, merci Madame la Présidente. Je veux commencer d'abord par remercier les pétitionnaires, la Confédération paysanne, la Fédération nationale d'agriculture biologique, à la fois pour présenter cette pétition, mais aussi pour leur combat constant depuis maintenant plus de 10 ans pour faire appliquer en France et en Europe la législation sur les OGM. Je rappelle que depuis 2001, grâce d'ailleurs à une très forte mobilisation citoyenne à l'époque, la législation européenne encadre très strictement ces OGM, que cette législation ne vient pas de nulle part, puisque les OGM présentent des risques qui sont considérables sur le plan de la santé et de l'environnement, et qu'il faut donc appliquer un principe de précaution. Or, ce que mettent en évidence les pétitionnaires, je crois, doit être entendu, c'est-à-dire le fait que depuis des années, un certain nombre d'OGM, plus précisément des colzas résistants aux herbicides obtenus par mutagénèse in vitro, échappent à cette réglementation. Ça a été rappelé à plusieurs reprises et malgré la lecture biaisée que tente de donner la Commission
du jugement qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été précisé à la fois par cette Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État en France en 2020 que ces OGM-là, ces nouvelles techniques d'OGM, devaient se voir appliquer la réglementation qui est la réglementation existante en Europe depuis 2001. Et donc cette pétition, elle est extrêmement importante. Il me semble qu'il faut demander d'abord que ce refus d'application cesse et que le gouvernement français se conforme enfin aux arrêts prononcés en 2018 et en 2020. Je demande aussi à ce que la Commission revoie son évaluation de la question et, s'il le faut, en envoyant une mission d'évaluation de la situation en France, et bien sûr que la pétition reste ouverte jusqu'à ce que la législation soit correctement appliquée. Je rappelle qu'au-delà du cas dont nous parlons aujourd'hui, il est important que la Commission et les États membres qui cherchent à contourner la législation sur les OGM aujourd'hui se rappellent que nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas en vouloir, comme en témoignent les plus de 150 000 signatures à l'appui de cette pétition. Au contraire, si on veut faire bien, sans doute faudra-t-il que la Commission et les États membres apportent enfin un soutien plein et entier à l'agroécologie qui, contrairement aux OGM, présente des clés sûres, éprouvées et efficaces pour faire face aux défis environnementaux majeurs qui sont devant nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, 2 minutes, comme d'habitude, un pétitionnaire, Monsieur Kastler, mais on a dit que la traduction n'a pas été effectuée parce que le mauvais connexion. Mais quand même, je vous en prie. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Je soulèverai simplement 2 points. La Commission fait une erreur de lecture de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne dit pas que seules les techniques apparues après 2000 devraient être soumises au champ d'application de la directive. Elle dit bien les techniques apparues ou principalement développées après 2001. Si on suivait l'interprétation de la Commission européenne, la transgénèse, qui est apparue aux mêmes dates que la mutagénèse in vitro, avant 2001, au début des années 90, ne devrait pas être soumise au champ d'application de la directive. Donc il est évident que cette lecture est fausse. Le deuxième point concerne le Haut Conseil des biotechnologies en France. Je faisais partie du comité éthique, économique et social qui a conclu très clairement que l'arrêt du Conseil d'État français qui classe la mutagénèse in vitro dans les techniques soumises au champ d'application de la directive est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et au droit de l'Union sur les OGM. Je vous remercie. Merci. Donc nous devons conclure, comme nous l'avons entendu des différents intervenants. Un groupe politique seulement propose la fermeture de la pétition, tandis que 3 souhaitent la maintenir ouverte. Et puisque nous devons prendre une décision, nous maintenons ouvert l'examen de la pétition et nous permettons d'autres évaluations de ce programme très compliqué. Des propositions ont été faites également de se tourner vers les autorités françaises quant à l'application de cette directive. 2001-18 a été mentionné sur la libération intentionnelle dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés en lien avec les allégations de la pétitionnaire. C'est ce qui va être fait donc, et nous demandons à la Commission de maintenir notre commission PETI informée concernant la réponse des autorités françaises à l'avis motivé de la Commission sur la violation possible de certaines dispositions de la directive, ainsi que de la directive 2002-53 et la directive 2002-55. Voilà, c'est fini.